Bismillah. À bout de souffle, Maggie s'adossa contre la porte de sa chambre en fermant les yeux. L'espoir d'une nouvelle vie semblait s'amenuiser un peu plus chaque jour. Pressant les paupières, elle tenta de ravaler ses larmes, en vain. Un immense poids venait de lui tomber sur les épaules, une profonde angoisse l'étreignait d'une poigne de fer. Ses muscles étaient douloureux, elle se sentait consumée d'une tristesse insondable. « Qu'ai-je fait, mon Dieu ?» murmura-t-elle. « Mais qu'ai-je donc fait? Était-ce si mal d'épouser un homme que je ne connaissais pas? Était-ce trop demandé que d'espérer un nouveau départ pour mes enfants et moi? Ai-je tort de m'accrocher à la vie, de faire en sorte que ma famille ne soit pas anéantie? Car c'est cela mon crime, un crime qui mérite un châtiment, puisque je me suis conduite comme une sotte et une traînée. » Cachant son visage dans ses mains, elle se laissa glisser sur le sol en sanglotant. Elle dut pleurer jusqu'à perdre conscience, car elle s'éveilla soudain, allongée sur le parquet, transie de froid. La chambre était plongée dans une obscurité totale. Se redressant, elle se recroquevilla sur elle-même, le menton sur les genoux, comme elle avait l'habitude de le faire quand elle était enfant. Elle se sentait tout à coup beaucoup mieux. Rien de tel qu'une bonne crise de larmes pour s'éclaircir les idées. Quel dommage que mon mari ne puisse en faire autant, songea-t-elle. Elle était absolument irrémédiablement seule et son mariage avec Adrian McKinnon n'y avait rien changé. Après la mort de Bruce, elle s'était sentie abandonnée, livrée à elle-même. Elle avait cru qu'épouser cet Américain serait la voie du salut. Or, il apparaissait qu'il lui fallait toujours ne compter que sur elle-même. Si elle voulait repartir du bon pied, elle ne devait surtout pas fléchir devant ce coup du sort qui l'avait éloignée de son pays. Ross McKinnon avait décidé de taire à son frère certaines informations la concernant. En dépit du chagrin qu'elle pouvait en concevoir, elle savait que sa décision lui avait été dictée par une vision à long terme. Compte tenu de la réaction d'Adrian, elle n'était cependant pas certaine que ce fût une stratégie pertinente. Mais il était trop tard pour faire machine arrière. Ross n'était pas à blâmer. Il ne faisait aucun doute que lui et son épouse comptaient parmi ses meilleurs amis et que jamais il n'aurait voulu lui faire de la peine. La jeune femme se rappela les dernières paroles que Ross lui avait dites. « Ayez confiance, Maggie. Ayez confiance en mon intuition. Et souvenez-vous qu'il vaut toujours mieux passer les larmes au sourire que du sourire aux larmes. » Cette pensée lui chavira le cœur. Elle se demandait si le sourire lui reviendrait jamais. Elle revit les moments passés avec Adrian. C'était un homme en totale contradiction avec lui-même. Aimable un instant, haïssable l'instant suivant. Un homme qui ne ressemblait en rien à celui qu'elle avait cru percevoir à travers ses lettres. Pourtant, dans son fort intérieur, elle était convaincue que le vrai Adrian McKinnon était l'auteur des lettres qui avaient su l'émouvoir. En y repensant, elle voyait dans ces missives une sorte de guide, un repère sur lequel elle devrait garder les yeux fixés sans jamais le perdre de vue. Elle se félicitait que Ross ait eu l'idée de lui remettre cette correspondance, que le voyage ait été si long, qu'elle ait eu assez de temps pour les lire et le relire, jusqu'à les connaître par cœur. C'était une bénédiction d'avoir eu l'occasion de découvrir cet homme avant de l'avoir vu. Avec une clarté soudaine, elle se rendait compte qu'Adrian McKinnon ne ressemblait en rien aux hommes qu'elle avait fréquentés. Il était de ceux dont on fait la conquête peu à peu, par des marques de confiance et d'amour judicieusement dosées. En apprenant qu'elle avait déjà été mariée, il s'était replié sur lui-même et lui avait fermé la porte de son cœur. Peut-être Ross l'avait-il prévu. Peut-être la réaction d'Adrian était-elle aussi une manière de la mettre à l'épreuve, de savoir jusqu'où elle était prête à aller pour se faire accepter. Son cœur se gonfla d'espoir quand elle comprit que tout n'était pas perdu, qu'avec un peu de persévérance, elle pourrait le charmer. En vérité, la porte n'était pas close, elle était plutôt entrebâillée. Elle était parvenue à y glisser un pied, qui sait? Peut-être la prochaine fois y glisserait-elle une épaule. Cette image la fit sourire, deux époux de part et d'autre d'une porte, l'un voulant la garder fermée, l'autre s'échinant à l'ouvrir, mais en l'occurrence, cette image avait le mérite de l'éclairer sur la situation présente. Adrienne ne se laisserait pas aisément conquérir, elle devrait faire le siège devant les remparts de ses sentiments, abattre ses défenses une à une. Ne lui restait qu'à espérer sortir vainqueur de la bataille qu'elle s'apprêtait à livrer. Elle se frotta les yeux comme une enfant après un gros chagrin. Toutes ces cogitations lui donnaient sommeil. Qui plus est, elle n'avait plus envie de réfléchir. Un sentiment de paix venait de l'étreindre, qui l'incita à aller à sa fenêtre pour contempler les étoiles scintillant dans un ciel de velours sombre. « Merci, mon Dieu, » murmura-t-elle, « merci d'être toujours présent. » Car il ne faisait pour elle aucun doute que dans son infinie sagesse, Dieu avait béni cet instant de solitude et lui avait redonné l'espoir.
La jeune femme se glissa dans ses draps en se rappelant qu'elle devait se garder de prendre des décisions hâtives, sinon elle risquait fort de le regretter. Demain serait toujours assez tôt. Elle en parlerait avec Adrian et ensemble ils décideraient de la suite des événements. Le lendemain matin, elle arrivait au pied du grand escalier quand Molly lui apprit la nouvelle. Il est parti peu avant l'aube. On aurait dit un canard sous une pluie de grelons. Je n'ai jamais vu un homme se comporter aussi bizarrement. Vous avez dû le mettre en colère. Puis elle ajouta avec un rire. Ça lui fera les pieds. Maggie tenta de sourire, mais y parvient à peine, craignant de subir un interrogatoire de la part de la cuisinière. Elle sortit avec Israël et profitait de sa promenade pour faire le point, rassembler les bribes éparses de sa nouvelle existence. Il était parti sans lui dire au revoir. Si elle se mettait à la place d'Adrian, force lui était d'admettre qu'il avait toutes les raisons du monde d'être furieux. Après tout, Ross avait agi à la légère en omettant de mentionner qu'elle avait déjà été mariée. Elle se remémora la soirée où le duc de Dumford lui avait fait part de son intention d'écrire à son frère à ce sujet. Lui avait même conseillé de laisser Adrian le temps de s'accoutumer à cette idée, de ne pas y faire allusion, aussi longtemps que lui-même s'en abstiendrait. Il apparaissait à présent que Ross n'avait pas tout dit de ce qu'il savait pourquoi. Un frisson la parcourut quand elle se rappela les mots qu'Adrian lui avait lancés lorsqu'elle avait quitté la salle de musique. « Encore heureux que vous n'ayez pas d'enfants. » Ses enfants. S'ils venaient à découvrir leur existence, cela compliquerait de l'extrême une relation déjà précaire. Elle comprenait à présent l'insistance de Ross pour ne pas qu'elle emmène ses enfants avec elle. Son idée était moins de laisser aux jeunes mariés le temps de faire connaissance, que de laisser à Maggie le temps de séduire son mari. Pourquoi ce stratagème? Parce qu'il savait que son frère n'accepterait pas d'emblée les enfants de Maggie. Elle observa Israël suivre quelques instants la piste de quelques lapins. La confiance qu'elle avait en Ross l'incitait à l'optimisme. A priori, personne ne connaissait mieux Adrian McKinnon que ses frères. Donc si Ross pensait que c'était la meilleure stratégie, elle ne pouvait que se fier à son jugement et se soumettre à sa décision. De toute façon, avait-elle le choix? Cette question en souleva une autre, et pas des moindres. À un moment ou à un autre, elle devrait révéler l'existence de ses 3 enfants. Quand? Tant qu'à faire, ne serait-il pas préférable de crever l'abcès et d'avouer à Adrian toute la vérité dès son retour? Lorsque la jeune femme regagna la grande demeure, Molly était à ses fourneaux. Après une dernière caresse à l'animal, elle lui ferma la porte au nez, ce qui suscita chez Israël quelques gémissements de protestation. « Il ne se comporte comme ça qu'avec vous, » observa Molly. « Depuis mon arrivée, il essaie de se faire plaindre, de passer pour un pauvre chien abandonné en manque d'affection, » répondit Maggie en riant. « Il a le chic pour ça. Il doit tenir ça de son maître, » répliqua la cuisinière. Elle éclata de rire. « Probablement, » acquiesça Maggie en affectant un ton désinvolte. Après s'être lavé les mains, elle se servit une tasse de thé, puis elle tourna sa cuillère pensive. Au bout d'un moment, Molly leva les yeux des légumes qu'elle épluchait. « Voulez-vous que nous en discutions avant que la plaie ne s'infecte ?» La jeune femme tressaillit. « De quoi parlez-vous ?»« Je parle de ce qui vous tourmente. Voilà 10 minutes que vous tournez votre thé sans y avoir goûté. » Maggie suspendit aussitôt son geste pour regarder la cuisinière. « Certaines fois, je jurerais que vous êtes écossaise. À cause de ma franchise? En partie. Mais surtout parce que vous êtes une personne de peu de mots et de grande sagesse, et tellement directe. Eh bien, je prends note de ma grande sagesse et je tâcherai d'en faire bon usage. Alors, qu'est-ce qui vous tourmente? Est-ce si visible? C'est écrit sur votre visage, ça ne se passe pas pour le mieux entre vous, n'est-ce pas? C'est encore pire que cela, je le crains. » Molly fronça les sourcils. « 2 jeunes mariés qui ne s'entendent pas, c'est déjà très grave à mes yeux. Comment les choses pourraient-elles être pires? Ça peut l'être quand l'un d'eux a déjà été marié et que l'autre l'ignorait. » De surprise, Molly en lâcha son couteau. Une carotte roula sur le sol et s'immobilisa contre le mur. « Que le diable m'emporte » grommela-t-elle. « Vous avez été marié? »« Oui, plusieurs années. »« Que c'est-il? Vous ne vous êtes pas enfui de chez vous, n'est-ce pas ?» demanda Molly. « Non, vous êtes veuve, c'est ça? »« En effet, je suis veuve. » Et c'est ainsi que Maggie vint à parler de Bruce et de sa mort, des titres et de ses biens dont elle avait été spoliée, sans toutefois faire allusion à ses enfants ni aux menaces qu'Adair Ramsay avait proférées à l'endroit de son fils. Elle éprouvait une certaine sympathie pour Molly et lui faisait confiance, mais elle n'aurait pas juré que la servante n'en référerait pas à son maître. Aussi, moins elle en saurait, mieux cela vaudrait. En outre, elle ne voulait pas qu'Adrian fût de quelque façon impliqué dans le conflit qui l'opposait à Adair Ramsay. Perdue dans ses pensées, elle faillit ne pas entendre les propos de Molly.
Ross Mackinnon aurait dû prévenir M. Adrian d'un autre côté. En ne lui disant rien de votre précédent mariage, il vous laissait une possibilité de vous accommoder tous les deux. Finalement, je pense qu'il a bien fait. Il a dû se dire qu'au moment où M. Adrian l'apprendrait, il se serait suffisamment attaché à vous pour ne plus vous faire de reproches. Eh bien, en l'occurrence, c'est plutôt raté, observa Maggie. Mais j'en suis venu à la même conclusion que vous. La décision de Ross n'était peut-être pas bonne, mais elle partait d'un bon sentiment. C'est vrai. J'estime que sur ce point, il n'a rien à se reprocher. Après s'être essuyé les mains, Molly vint prendre place près de la jeune femme avec une tasse de café fumant et questionna. « A-t-il l'intention de vous renvoyer ?» Maggie grimaça. « À vous entendre, on croirait qu'il est question d'une vieille chaussure qu'on s'apprête à rejeter à la mer. Mais vous a-t-il demandé de partir ?»« Pourquoi cette question est si importante ?»« Oui, c'est important. Adrian est le genre d'homme à dire ce qu'il pense. Si votre présence l'avait réellement indisposé, il n'aurait pas hésité à boucler vos bagages et à vous réexpédier par le premier bateau. » Maggie haussa les épaules. Je suppose qu'il me prête assez de bon sens pour se dire que, le cas échéant, je lui épargnerai cette peine. Il m'a annoncé qu'il serait absent 2 semaines. J'imagine qu'il s'attend à me voir partir à son retour. « C'est ce que vous comptez faire ?» interrogea Molly d'un ton grave. Maggie réfléchit quelques instants puis regarda la servante droit dans les yeux. « Je suis écossaise, déclara-t-elle avec un sourire. Or, un Écossais, voyez-vous, ne fuit jamais. Je n'entends pas lui faciliter les choses. S'il veut que je parte, il devra me le dire en face. » Excellente idée, approuva Molly en administrant à la jeune femme une bourrade dans le dos, qui la fit presque tomber de son siège. C'est quelqu'un comme vous qu'il faut à M. Adrian. Il n'est pas certain que M. Adrian partage votre point de vue. Bah, vous connaissez les hommes, le ramela Molly. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent jusqu'au moment où une femme le leur sert sur un plateau. À cet instant, Israël se mit à gratter la porte en gémissant. Molly sourit. Il a compris que vous êtes encore ici, devina-t-elle. Il cherche à vous attendrir comme le ferait un enfant ou un homme. À ces mots, Maggie se cacha le visage dans les mains. « Que se passe-t-il » s'inquiéta Molly. « J'ai dit quelque chose de mal ?»« Vous avez parlé d'enfant » fit la jeune femme d'une voix à peine audible. Le visage tendu, le sourcil interrogateur, Molly la scruta avec un intérêt redoublé. « Vous allez probablement me dire que vous avez aussi des mioches, constata-t-elle enfin. « Des mioches ?»« Oui, avoua Maggie. J'en ai en effet des enfants. Par tous les saints du paradis, fit Molly. « Plusieurs enfants ?» 3, un garçon et 2 filles. La cuisinière secoua la tête. D'où Jésus, Alison. Vous autres Écossais, vous êtes peut-être plein de qualités, mais il faut reconnaître que vous y entendez à merveille pour compliquer les choses. Elle darda sur la jeune femme un regard incisif. Êtes-vous sûr au moins de ne pas voir un mari qui risque de réapparaître un beau jour armé d'un fusil? J'en suis certaine. Il est mort, hélas, sinon je ne serais pas ici. Alors que comptez-vous faire? Dire la vérité, bien sûr, mais... Rien ne vous oblige à le faire tout de suite. Ce serait le tromper, ne pensez-vous pas? Molly haussa les épaules. Ne vous inquiétez pas. Trompé, il l'a déjà été. Tel que je vois les choses, il ne sera pas plus furieux dans un mois qu'il le serait aujourd'hui. Je ne peux attendre trop longtemps. Mes enfants doivent arriver dans moins de 6 mois. Inutile de jeter de l'huile sur le feu. Attendez un peu que M. Adrian se soit remis du premier choc avant de lui en administrer un second. Comme disait mon père, une chose à la fois. Ayant achevé sa pause café, Molly reprit son épluchage, signalant ainsi à Maggie que, pour l'heure, la conversation était terminée. « Croyez-vous que Big John accepterait de me faire visiter la Syrie demain matin ?» demanda cette dernière à brûle-pourpoint. Molly lui adressa un étrange regard. « Est-ce que vous vous sentez bien ?»« Tout à fait bien, sauf que j'éprouve le besoin de m'échapper un peu de cette demeure, de faire autre chose que peindre, jouer du piano ou me promener avec Israël en ressassant mes problèmes. J'aimerais en savoir davantage sur les activités de mon mari. Cela fera peut-être un sujet de conversation pour nos soirées. Nous pourrons ainsi parler de ses activités, de ses préoccupations de la journée, car je suis tout à fait ignorante du genre de vie que l'on mène ici. J'en toucherai 2 mots à Big John ce soir au dîner. À première vue, je ne vois pas ce qui l'empêcherait de vous expliquer ce qu'est la vie dans une exploitation forestière. Et puis, comme vous dites, ça vous changera les idées. Maggie avala sa dernière gorgée de thé, puis elle a posé la tasse sur un buffet avant de s'enquérir, fixant Molly d'un regard pénétrant. Vous ne direz rien à Big John des choses dont nous avons discuté, n'est-ce pas? Vos secrets sont autant en sûreté avec moi qu'avec Israël, répondit sentencieusement Molly. La jeune femme sourit. Comment savez-vous que je me confie à Israël? Il ne faut pas être bien malin pour le deviner. Tous les gens qui aiment les animaux leur parlent comme s'ils s'adressaient à un enfant. Un peu troublée, elle ajouta. Excusez-moi, je ne voulais pas vous faire de peine en revenant sur ce sujet.
Merci, Molly, je ne sais pas ce que je deviendrais sans vous, dit Maggie en pressant affectueusement le bras de la cuisinière. Cette dernière eut l'air de chercher ses mots, puis elle avoua. Vous savez, avec l'affection que j'éprouvais pour Catherine, je n'étais pas sûr de vous aimer. Pourquoi? Comment était-elle? Vous lui ressemblez sur bien des points, mais Catherine se portait un tantinet plus facilement que vous. Je le crois volontiers. J'ai bien vu que c'était une rousse, plaisanta Maggie. Vous avez vous aussi quelques reflets roux dans les cheveux. Vous êtes toujours d'humeur égale et vous savez garder votre sang-froid. C'est pour ça que je pense que c'est quelqu'un comme vous qu'il faut à M. Adrien. Il suffit qu'il en prenne conscience, voilà tout. Mais que voulez-vous? Il est aussi obstiné que M. Alex qui a cru pendant des années être amoureux de Karine quand c'est Catherine qu'il aimait. Aujourd'hui, c'est au tour de M. Adrien. Il y aurait de quoi se taper la tête contre les murs, je vous jure. Naturellement, vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous êtes peut-être même un peu offensé que je vous compare à Catherine. Maggie lui sourit. Rassurez-vous, Molly, je ne le suis pas. En outre, je ne déteste pas Catherine. En juger par son portrait et tout ce que j'ai entendu à son sujet, je crois au contraire que nous deviendrons d'excellentes amies, si l'occasion nous est donnée de nous rencontrer. Monsieur Adrien était épris d'elle et je serais mal avisé de lui reprocher puisque moi aussi j'aurais un mari que j'aimais. Vous êtes une personne pleine de sagesse, Madame Mackinnon. En cela vous mènera loin. Je suis sûr que M. Adrien s'en rendra compte avant longtemps. Pour l'heure, il est légèrement choqué. Il souffre un peu dans son orgueil, mais ça lui passera. En attendant, je vous trouve d'un calme surprenant. On dirait que rien ne vous touche. Cela vous arrive-t-il d'être contrarié? Oui, mais cela dépend du moment. La cuisinière acquiesça. Comme pour nous tous, mais vous conservez toujours un visage calme comme une nuit sans lune. Je me demande bien pourquoi. Peut-être parce que j'ai traversé de difficiles épreuves. La Bible nous dit bien que la patience se forge avec les épreuves. Alors je rends grâce à Dieu, car je n'en ai aucune, s'esclaffa Molly, aussitôt imitée par Maggie. Big John vint la chercher le lendemain matin, un épais brouillard pesé sur la campagne. L'herbe humide étouffait le bruit des sabots des chevaux. Venu du fin fond de la forêt, on reconnaissait le bruit caractéristique du pivet toquant contre le bois afin de déloger un insecte. Puis le staccato s'arrêta et un sourire aux lèvres. Maggie se dit que le bel oiseau avait obtenu ce qu'il voulait. Conduisant le chariot, Big John observa à la dérobée la jeune femme. Elle semblait légère comme une plume, ce qui la contraignait à s'agripper à la banquette de cuir pour ne pas être bringue-ballée de tous côtés. Chaque fois que les roues s'enfonçaient dans une ornière ou tressautaient sur un nid de poule, elle rebondissait sur son siège et repoussait son satané bonnet qui lui tombait sur le nez. C'était bel et bien une dame de la haute société, se disait-il, telle qu'on les représentait sur les gravures, mais pas de celle à mettre les petites gens mal à l'aise pour 2 sous. Du reste, il s'adressait à elle avec la même liberté qu'il montrait en présence de Molly. Soudain, un grondement brisa le silence. Big John réagit en poussant instantanément son attelage sur le côté. Maggie aperçut alors un large chemin pavé de rondins. Intriguée, elle adressa à son compagnon un regard interrogateur. « C'est une sorte de chemin de halage, expliqua-t-il. Il ne sert pas à tirer des bateaux, mais les troncs d'arbres que les bûcherons ont coupés là-haut, le vacarme que vous avez entendu, c'est celui de l'attelage de bœuf en train d'emporter un chargement vers la Syrie. Vous allez d'ailleurs le voir passer d'une minute à l'autre. » Un moment plus tard, en effet, apparut un attelage de 8 bœufs lourdement battés, guidé par un homme sec, au chapeau mou et aux bottines à crampons. À la place d'un fouet, l'homme manœuvrait une gondole, au bout de laquelle était fixée une pointe de métal. Maggie eut un hoquet de stupeur en le voyant piquer le flanc des bêtes avec son instrument. « Ne vous inquiétez pas, Madame Mackinnon. Le conducteur prend toujours soin de ne pas leur percer le cuir. Les bœufs sont gras et d'un naturel plutôt indolent. Ils ont parfois besoin d'être un peu aiguillonnés. » La jeune femme s'apprêtait à lui répondre qu'il existait sûrement de meilleurs moyens de faire avancer ces animaux quand la voix du conducteur de bœufs tonna. « Allez, feignant !» Horrifiée, elle vit l'homme piquer de nouveau le flanc des bœufs, tout en faisant résonner ses bottines à crampons sur les rondins de bois. Maggie eut un élan de compassion pour ces pauvres bêtes. Soufflant, arc-boutés sous l'effort, leurs sabots s'enfonçant dans la boue avant de prendre appui sur un rondin, ils tiraient 12 énormes troncs reliés par de lourdes chaînes. Il y a là près de 1000 livres de bois, dit Big John, et avant longtemps vous verrez apparaître un autre chargement. Le bruit de chaînes et de métal, ajouté au grognement des bêtes et aux exhortations du conducteur, était tel que Maggie en vint presque à se boucher les oreilles. Mais l'attelage passa, puis il disparut lentement et la forêt finit par retrouver sa quiétude. Big John fit claquer ses rênes et le chariot reprit sa route en direction de la Syrie.
Au début, c'est à peine si le bruit des machines était audible, mais lorsque les entrepôts furent en vue, le miaulement des scies devint assourdissant. Déjà le brouillard se levait, laissant apparaître ça et là des fragments de ciel bleu. Suivant le regard de Maggie, Big John déclara: « C'est une belle journée d'été qui se prépare. » Ses yeux glissèrent vers la robe à manches longues de la jeune femme. « Vous êtes sûr que vous n'étouffez pas dans vos vêtements? » « Au besoin, j'ôterai mon boléro, » répondit-elle. Big John acquiesça d'un signe et, parvenu devant le bureau, arrêta l'attelage. Au-dessus de la porte s'affichait l'enseigne rouge et blanc qu'elle avait aperçue à son arrivée, California Mill and Lumbering Company, avec en plus petit Adrian McKinnon, propriétaire. L'ayant aidé à mettre pied à terre, Big John abandonna Maggie sur le porche. « Je vous laisse ici, car le travail m'attend. Patientez quelques instants, je vous envoie Tom Bradford. Il se chargera de vous faire visiter. » 2 minutes plus tard, apparut en effet un grand homme à l'allure efflanquée, surmonté d'une tignasse noire. « Big John m'a dit de vous faire visiter. Alors je vous fais visiter » grommela-t-il. Les 2 heures qui suivirent furent consacrées à parcourir le site, agrémenté de commentaires laconiques, laissant entendre que le dénommé Radford aurait eu mieux à faire que de servir de guide à la femme du patron. Une semaine plus tard, Maggie reprenait le chemin du camp sur un petit hangre très docile emprunté à son mari. Les sels d'Amazon étant inconnus dans la région, Ox Woodburn, le forgeron, s'était fait un devoir de lui en façonner une à partir d'une selle d'enfant. Si le résultat semblait plutôt curieux, Maggie s'en satisfaisait. Elle pourrait ainsi se déplacer sans recourir au bon vouloir de Big John ou de l'un de ses ouvriers. Tous semblaient très occupés, quoique toujours traités avec déférence. Elle savait que la compagnie d'une femme embarrassait la plupart d'entre eux. Après presque 2 semaines, Maggie se disait qu'en plus d'être terriblement forts, les bûcherons étaient aussi des gens charmants, doués d'un bon sens indéniable. Cependant, leur naturel enjoué et frondeur était parfois cause de dissensions et d'animosité. Ox lui racontait l'histoire d'un bûcheron surnommé Dirty Shirt Jim parce qu'on ne l'avait jamais vu changer de chemise durant les 6 mois qu'il avait travaillé au chantier. Un jour, ses compagnons avaient décidé qu'il était grand temps de lui faire prendre un bain. Sans crier gare, ils l'avaient saisi à bras de corps et jeté dans la rivière avant d'y sauter à leur tour. Armé de savon, il l'avait lavé énergiquement en même temps que sa chemise, pendant qu'il se démenait comme un beau diable en poussant des cris de cochon qu'on égorge. Maggie rit à gorge déployée en entendant Clem Burnside ajouter: « Ce vieux Dirty Shirt Jim était plus énervé qu'une vieille fille qui a trouvé un mari. Le lendemain matin, il a quitté le camp et on ne l'a plus jamais revu. » Les bûcherons avaient également leurs superstitions, et afin de conjuguer le mauvais sort, des rituels qui n'étaient pas si différents de ceux que Maggie connaissait en Écosse. Par exemple, John Schultz lui apprit qu'on ne commençait jamais une nouvelle coupe le vendredi, sous prétexte que cela portait malheur. Voir un homme obèse dans les bois, c'est signe que 3 accidents sont sur le point de se produire, poursuivit-il, le plus sérieusement du monde. Et quand elle interrogea Ilicar au sujet du bracelet de cuivre qu'il portait autour du poignet, le géant lui répondit d'un ton sentencieux: « Porter du cuivre autour des chevilles et des poignets protège contre les rhumatismes. » Comme il n'y avait aucun médecin sur le chantier, la jeune femme décida de passer tous les jours 1 heure ou 2 dans la petite cabane qui faisait office d'infirmerie. Elle avait beau répéter qu'elle n'entendait rien à la médecine, chaque ouvrier qui venait la voir, affligé d'une entaille, d'un muscle froissé ou d'une ecchymose, ressortait en jurant avoir été touché par un ange de miséricorde. Nombre de ses patients l'interrogèrent sur les croyances répandues en Écosse, et bientôt elle se mit à distribuer de petites croix de sorbier, des oiseleurs, destinés à protéger du mauvais sort tous ceux qui en cloueraient une sur leur porte de la maison, ou faute de maison au-dessus de leur lit. Par Molly, Big John apprit qu'une croix similaire avait été apposée sur la porte du manoir. Les paris étaient ouverts quant à savoir combien de temps elle y resterait lorsqu'Adrian reviendrait. 2 jours avant le retour prévu de son mari, Maggie fit sa visite quotidienne du camp. Comme à l'accoutumée, une agitation fébrile y régnait. Le va-et-vient ininterrompu des attelages de bœufs et de mulets, le miaulement assourdissant des scies tournant à plein régime, les ouvriers s'interpellant les bruits de marteaux qui montaient de la forge lui donnaient chaque fois l'impression de pénétrer dans une immense fourmilière. Quand elle apparut à la porte du baraquement, qui faisait office de bureau, Dudley Dunlop était penché sur un registre où il couchait de temps à autre un chiffre, en mâchonnant pensivement un vieux crayon. « Bonjour, monsieur Dunlop, dit-elle. Dudley lui adressa un vague salut avant de replonger dans ses colonnes de chiffres. Elle referma la porte sans insister et partit à la recherche de l'homme qui s'occupait des attelages de bœufs.
Elle le découvrit auprès des bêtes récemment débarquées et s'essayant sur une souche le regarda travailler. On l'appelait conducteur de bœufs parce qu'il empruntait les chemins de halage qui permettaient de descendre le bois du haut de la montagne. Mais en réalité, il était bien plus que cela. Sa connaissance des animaux, sa manière efficace de constituer les attelages faisaient de lui un expert. Maggie s'était méprise sur la manière dont il traitait ses bœufs la première fois, mais loin d'en prendre ombrage, il l'avait rassuré. « Ce n'est pas moi qui maltraiterai ces bêtes, alors qu'elles valent plus de $300 la paire, Madame Mackinnon. Mon travail, c'est justement d'être au petit soin pour elles. » Et c'était la vérité. Elle avait vu badigeonner d'arnica le cou blessé d'un bœuf, et on lavait un autre avec une tendresse que certaines mères n'auraient pas eue pour leur enfant. Maggie comprit que, cette fois encore, l'homme était trop occupé pour bavarder avec elle et lui apprendre quelques secrets de son métier. Elle alla donc à la cantine, échangeant au passage de joyeuses salutations avec John Schurz. Si elle avait coutume de passer de longues heures à l'infirmerie, la cantine était l'endroit du camp où elle se plaisait le mieux. Elle adorait Hardtack, le cuisinier, et les jeunes Oscar Price et Oley Page, ces deux marmitans. Bien que ne possédant aucun lien de parenté, ces derniers se ressemblaient assez pour être pris pour deux frères. Plutôt grands, des gangandés, et pareillement nantis d'une tignasse de cheveux bouclés. Toutefois, Oscar était roux et arborait un visage de chérubin criblé de taches de rousseur, alors qu'Oley avait les cheveux foncés comme ses yeux. Hardtack, le cuisinier, avait grandi dans un petit village du Maine et servi de longues années sur un baleinier. N'eût été l'absence de barbe, sa chevelure blanche, ses joues rebondies et son regard azur, pétillant de jovialité, l'auraient fait ressembler au Père Noël. Son ventre rebondi était tatoué d'un dragon qui lui montait jusqu'à l'épaule et dont la queue en pointe de flèche finissait sur le dessus de la main. Elle entra dans la cantine en se demandant à quelle espièglerie s'étaient aujourd'hui livrés Hardtack et ses aides. Le bâtiment était spacieux, aéré et relativement propre, soigneusement récuré et rangé par taille. Les ustensiles de cuisine occupaient tout un pan de mur. Sur des étagères s'ordonnaient différents récipients contenant les épices et les provisions. Plusieurs dizaines de gobelets de métal étaient accrochés à une poutre et 5 longues tables pouvaient chacune recevoir une trentaine de personnes, étaient disposées parallèlement au mur. Hardtack avait les mains plongées dans son pétrin. Il sermonnait ses deux marmitons, presque entièrement dissimulés par l'écran de vapeur qui montait de marmites posées sur le poêle à bois. « Combien de fois faudra-t-il vous répéter de tourner la tête quand vous éternuez? Vous voulez qu'on retrouve votre morve dans la soupe, peut-être ?» Confectionnant hâtivement une boule de pâte, il la lança à l'aveuglette vers les deux adolescents. « Hé !» protesta l'un d'eux. « Pourquoi tu t'en prends à moi? C'est lui qui a éternué, j'ai rien fait, moi !»« Ça vaudra pour la prochaine fois, » répliqua le cuistot. Puis son visage s'illumina lorsqu'il aperçut Maggie. « Entrez, entrez, que diriez-vous d'une tasse de café ?» « Cela dépend si on a éternué ou pas dans la cafetière, » plaisanta la jeune femme. « C'est surtout Oscar qui n'arrête pas, » fit le cuisinier en riant. « Je ne compte plus les boules de pâte que j'ai dû lui lancer. »« Hé !» protesta l'intéressé, « je t'ai dit que c'était pas moi, c'est Oley qui arrête pas d'éternuer. »« Ouvre encore une fois ta grande bouche et je t'assomme avec ce rouleau à pâtisserie, » rétorqua Hardtack, avant d'ajouter à l'adresse de Maggie. « C'est jeune alors, une vraie calamité, je vous jure. » Elle sourit, sachant l'attachement que le cuisinier éprouvait pour les deux garçons. Dans ce cas, pourquoi ne pas vous en débarrasser? Il poussa un soupir à fendre l'âme. J'aimerais bien, mais où irait-il? Voyez-vous, je les considère un peu comme mes enfants. Ce n'est pas que ça me fasse plaisir de les supporter toute la sainte journée, mais c'est moins difficile que de m'en séparer. Allons cesser de tourner autour du pot. En réalité, vous les adorez, n'est-ce pas? Sa préparation terminée, Hardtack alla se laver les mains à la pompe. Je suppose, Madame Mackinnon, grosso modo, je crois que vous avez raison. Maggie prit place sur un tabouret et écouta patiemment le cuisinier évoquer ses voyages, tout en faisant revenir dans une poêle une quantité considérable de viande d'ours. Elle n'en avait jamais vu et encore moins mangé. Est-ce que les hommes aimaient vraiment le goût de la viande d'ours? Ils aiment tout ce qui est transformé en ragoût, s'esclaffa-t-il en retournant ses morceaux à l'aide d'une longue fourchette. Une fois l'opération terminée, il transféra la viande dans un chaudron et saupoudra de farine la graisse restée au fond de la poêle. Il m'en faudrait davantage, cela vous ennuierait de me passer le pot de farine que vous voyez là, sur l'étagère du haut, Madame Mackinnon? La jeune femme obtempéra sans se faire prier. Sursautant, Oscar et Oley se précipitèrent vers elle. « N'y touchez pas, madame, n'y touchez pas !» Trop tard. Dressée sur la pointe des pieds, Maggie s'était emparée du récipient sans se rendre compte que le couvercle avait été retiré. À entendre les cris affolés des deux garçons,
Artak comprit immédiatement qu'il lui avait encore joué un de leurs tours pendables, sauf que la victime n'était pas la bonne. Il leva les yeux juste au moment où une pluie de farine dégringolait sur la tête de Maggie. Surprise, cette dernière poussa un petit cri et lâcha le récipient de métal, dont le contenu se répandit sur le sol en soulevant un gros nuage blanc. S'emparant de son rouleau à pâtisserie, le cuisinier se lança vers les deux larrons qui s'éclipsaient par la porte du fond. Il lança son rouleau qui ne fit que heurter la dite porte avec un bruit mat. Maggie toussait, octait, s'étouffait presque à cause de la farine qu'elle avait inhalée. Armé d'un torchon, Artak voulut lui essuyer le visage, mais devant l'ampleur de la tâche, il capitula en déclarant « Désolé madame, mais je crois qu'il n'y a qu'un bon bain pour vous rendre propre comme un sou neuf. » Maggie passa la journée suivante à chercher dans ses cheveux les grumeaux de farine qui y étaient encore logés. Si le bain qu'elle s'était empressée de prendre lui avait rendu figure humaine, l'eau avait transformé la farine en une espèce de colle dont elle avait eu grand mal à se débarrasser. À l'issue de cette même journée, Artak était apparu au manoir entraînant par les oreilles Oscar et Olé pour les contraindre à lui présenter leurs excuses. À la surprise générale, non contente de les accepter, Maggie les avait fait entrer dans la cuisine pour leur offrir un thé. Après en avoir beaucoup ri avec Molly, elle se demandait encore ce qui l'avait le plus amusé. Leur expression catastrophée en la voyant enfarinée de la tête aux pieds, ou bien leur visage hébété quand elle les avait invités à prendre le thé. Ils sont venus vous demander pardon parce qu'ils vous considèrent comme une vraie lady, de celles qui ont du sang royal dans les veines. Mon père disait toujours que le nom ne fait pas le rang. Molly fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Je veux dire qu'un titre ne signifie rien. D'ailleurs, un comte est rarement de sang royal. Il en est plus près que ces deux garnements ne le sauront jamais. Un jour, ils raconteront à leurs petits-enfants qu'ils ont pris le thé avec une authentique lady, qui avait des manières de reine et la gentillesse d'un ange. La jeune femme s'esclaffa. « Oh, Molly, vous exagérez. C'est la première fois qu'on me fait un tel compliment. Encore heureux que nous autres Écossais ne sommes guère sensibles à la flatterie. » La cuisinière secoua la tête. « Ce n'est pas de la flatterie. Big John m'a dit que les hommes du chantier vous considèrent presque comme un ange descendu du ciel. Il semble que vous ayez conquis les cœurs les plus endurcis. Je n'ai jamais rien fait qui mérite de telles louanges. Bien au contraire. Ce que vous avez apporté à ces hommes, personne avant vous ne s'était inquiété de leur donner. Et de quoi s'agit-il? De choses comme l'attention, la considération, la gentillesse. Ces pauvres diables n'avaient même pas idée qu'une grande dame comme vous pouvait exister, et encore moins s'intéresser à eux. Vous les connaissez tous par leur nom, vous prenez des nouvelles de leur famille, de leur santé, vous les avez encouragés à parler de leur travail, vous leur avez expliqué comment améliorer leurs conditions de vie. Grâce à vous, ils ont pris conscience de leur valeur, et ils vous tiennent en grande estime pour cela. Maggie haussa une épaule perplexe. Je n'aurais jamais. Laissez-moi ajouter ceci. Il y a des histoires qui courent dans le camp sur la manière dont vous êtes tombé dans la boue le jour de votre arrivée. À ce souvenir, la jeune femme ne put retenir une grimace. Oh, j'espérais que cette histoire serait oubliée. Eh bien, pas du tout. C'est très courageux de votre part, la façon dont vous vous êtes relevé pour continuer votre chemin, comme si de rien n'était. D'ailleurs, vous avez réagi de même hier en recevant sur la tête ce pot de farine qui ne vous était pas destiné. Tous les ouvriers du camp savent que vous êtes une personne gentille et sans façon. Maggie observa quelques instants de silence. Elle ne s'était jamais figuré que ces petites visites aux hommes du chantier représenteraient tant à leurs yeux. Elle trouvait normal de parler à ses employés. En Écosse, être une lady ne signifiait pas seulement passer ses après-midi à boire du thé avec des amis. En tant que fille de comte désargentée et veuve, qui plus est, elle avait dû tenir le rôle de régisseur et côtoyeur, journalement domestique et métayeur. Aujourd'hui, elle ne faisait que répéter les gestes auxquels elle avait été habituée en Écosse. Elle apportait aux gens l'aide dont ils avaient besoin. Elle écrivait à la famille d'un bûcheron ou lui lisait la lettre qu'il venait de recevoir. L'après-midi suivant, Maggie avait achevé sa tournée et s'apprêtait à monter en selle, quand Doc Armanson s'approcha. On l'appelait Doc, mais ce n'était pas un vrai médecin. Près de lui marchait Big John. « C'est un fichu problème que vous avez dans votre remise, lui disait-il. « Quel est ce problème, Doc ?» demanda la jeune femme. « Ça grouille de souris et de rats. Ils sont si nombreux qu'ils soulèveraient une enclume. Ils rangent tout, les manches, les outils, les sacs de toile. » Le lendemain matin, on entendit jusqu'à la cantine résonner le rire fracassant de Big John Polly. Tout le monde se précipita dehors pour connaître la raison d'une telle hilarité. Alors qu'un attroupement se formait autour de lui, il pointa du doigt un morceau de papier placardé sur la porte de la remise à 10 cm du sol et sur lequel était écrit «
Méchant rat, vilaine souris, déguerpissez d'ici. Allez chez Talbot et sa scierie, ce sera le paradis. » Alors que s'élevaient des éclats de rire, Big John expliqua combien les Écossais étaient superstitieux, à quel point ils croyaient à la magie, aux puits enchantés, aux sortilèges et aux amulettes. « Bon, assez ri, décida-t-il enfin. Vous me faites penser à un troupeau d'oies en train de carcarder. Au travail à présent. » Les hommes se dispersèrent, mais tous se demandaient comment réagirait le vieux Talbot si sa scierie était subitement envahie par une armée de rats.